Bonjour à tous. Mon nom est Pierre Godbout et j'animerai ce webinaire. Alors, avant de laisser la parole à la présentatrice du conférencier, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite et la période de questions se fera à la fin de la présentation. Alors, je laisse maintenant la parole à Roxane Como. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Roxane Como, directrice par intérim recherche collaborative au Centre canadien sur la fibre de bois du Service canadien des forêts. Bienvenue à ce 8e webinaire de la 36e saison de colloque de SCF-CFL. La conférence d'aujourd'hui qui porte sur les questions de régénération pour une sylviculture d'adaptation est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec principalement et les autres provinces. C'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Nelson Tifo. Nelson Tifo est ingénieur forestier et détenteur d'un doctorat en sciences forestières de l'Université de Laval. D'abord chercheur à la direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec de 2002 à 2017 et maintenant chercheur au Centre canadien sur la fibre de bois de Ressources naturelles Canada, co-directeur scientifique du réseau Reboisement Lingleculture Québec et membre régulier au Centre d'études de la forêt. Professeur associé dans 4 universités, Nelson est éditeur associé au Canadian Journal of Forest Research depuis 2005 et était éditeur associé à New Forest de 2005 à 2020. Il menait des travaux de recherche en sylviculture de la régénération forestière avec les acteurs de milieux forestiers au Québec et dans le reste du Canada. Il est titulaire d'un portfolio national de projets qui vise l'augmentation de la productivité, de la valeur et de la santé des forêts par la sylviculture dans un contexte de changement global. Je vous souhaite un bon colloque et je laisse maintenant la parole à Nelson. Merci beaucoup, Roxane. Je veux juste m'assurer, Pierre, on m'entend toujours bien? Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est vraiment agréable de savoir que vous êtes connectés avec nous ce matin. J'ai vu un petit peu la liste de noms tantôt. J'ai vu des visages apparaître, beaucoup de collègues, d'amis d'un peu partout qui sont connectés. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là. Donc, j'aimerais commencer en vous disant que il y a bien longtemps, j'ai eu un professeur qui nous disait que le secret pour faire avoir du plaisir à faire une présentation, c'est de parler de quelque chose qu'on aime, qui nous passionne. Alors, quand on m'a approché pour participer à cette série de colloques du CFL, les thèmes auxquels j'ai pensé tout de suite, c'est de vous parler de ma famille, de vous parler de Tolkien, de vous parler de Star Wars, de vous parler de mes guitares ou de vous parler de régénération et de sylviculture. J'ai donc choisi de vous parler aujourd'hui de régénération et de sylviculture, mais si jamais on se croise dans un avenir proche ou lointain, il me fera plaisir de discuter de n'importe quel autre de ces thèmes-là avec vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui concerne la régénération, la sylviculture, mais qui est vraiment basée sur mon expérience de travail, mon expérience de vie, ma vision des choses. Mais j'ai absolument pas la prétention de penser que c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui est la seule façon de voir les choses, que c'est la meilleure façon ou que c'est la bonne façon de voir les choses. Je vous partage bien humblement mes idées. Et mon souhait, c'est vraiment que ce que je vous présente aujourd'hui puisse peut-être susciter des nouvelles idées, vous inciter à vouloir aller plus loin, à fouiller la littérature, aller contacter différentes personnes que je vais nommer au cours de cette présentation-là. Me contactez-moi pour faire germer des nouvelles idées.
Donc, l'itinéraire que je vous propose cet avant-midi, c'est donc de vous parler de régénération forestière et de changement climatique de manière assez générale pour voir quels peuvent être les liens qu'on peut appréhender entre les deux. Ensuite, de vous parler d'une façon d'aborder la sylviculture d'adaptation au changement climatique, une parmi d'autres façons de faire, mais une qui commence à faire sa place et à être utilisée un peu partout, toujours avec un intérêt plus marqué vers les questions de régénération. Et ensuite, d'illustrer ce cadre un peu plus théorique avec un exemple qui sera basé sur un projet de sylviculture d'adaptation que l'on met actuellement en place à la forêt expérimentale de Petawawa. Euh, cette expérience-là que l'on met en place depuis quelques années maintenant nous permet d'identifier des opportunités, mais aussi des défis associés à la sylviculture d'adaptation, en particulier en ce qui a trait à la régénération forestière. Et donc, je vais essayer d'en identifier quelques-uns. Alors, c'est ce que je vous propose. Je commence donc en vous mentionnant que pour moi, l'intérêt envers la régénération a commencé assez tôt. J'ai eu la chance d'être dans une famille où mes parents possèdent des lots boisés et je me rappelle très bien être à quatre pattes et regarder des petits arbres pousser et trouver ça assez impressionnant, même incroyable que ces petits arbres allaient un jour être les grands arbres que je voyais juste à côté. Et ça, ben, ça s'est poursuivi ensuite quand j'étais jeune ado. J'ai eu la chance de travailler pour un de mes oncles qui avait aussi des terrains forestiers. J'ai fait du reboisement et de fil en aiguille, c'est comme ça que cette passion est née. Puis au fil de toutes ces années-là, il y a une chose qui m'a toujours marqué, c'est à quel point le stade de régénération est vraiment un point critique dans l'évolution d'un peuplement forestier. Alors, c'est vraiment un stade particulièrement fragile, particulièrement sensible, où tout peut basculer d'un côté comme de l'autre et même prendre plusieurs directions. Donc, vraiment un point névralgique. Pour illustrer ça, j'utilise ce diagramme qu'on avait conçu il y a déjà quelques années, qui peut sembler compliqué, mais en fait, qui n'est qu'une une représentation schématique des différents points névralgiques du processus de régénération et qui peuvent faire en sorte que cette régénération, elle ait du succès ou non. Alors, si je vous guide à travers ce schéma-là, je vous invite à commencer en haut à gauche. Vous y voyez un peuplement forestier mature, ici, qui serait un peuplement dominé par des conifères, avec une certaine proportion de régénération en sous-couvert qui serait établie. Ben, dès le moment qu'il y a une récolte, ou ici on pourrait remplacer la récolte par une perturbation naturelle, il y a déjà une certaine proportion de cette régénération-là préétablie qui va mourir, qui va disparaître, qui va être endommagée en raison de la perturbation elle-même. Et ça va laisser un peuplement plus ouvert avec un peu moins de régénération qu'il n'en avait avant la perturbation. Ce peuplement-là, les arbres qui y restent ou les arbres qui sont autour de ce peuplement-là vont tout de même contribuer à ce qu'on appelle la pluie de graines, donc à l'apport de semences forestières qui vont aller constituer la banque de graines qui s'accumule dans le sol. Par ailleurs, cette banque de graines-là s'est accumulée bien avant déjà la perturbation. Il y avait une pluie de graines qui peut être cyclique dans certains cas, qui s'accumulent dans cette banque-là. Mais une certaine proportion de ces graines-là, en fait, qui sont produites par les arbres qui étaient là avant la perturbation ou qui demeurent après la perturbation, n'aura jamais la chance de se rendre dans cette banque-là. Une certaine proportion va être soumise à une prédation par des animaux, par des insectes, peut-être attaqués par des maladies. Et donc, on perd ici encore une fois un point, un apport de semences pour la régénération du peuplement. Donc, on a déjà identifié deux éléments névralgiques. À partir de cette banque de semences-là, ce ne sont pas toutes les semences qui pourront devenir actives et contribuer au futur peuplement. Donc, une certaine proportion de ces semences-là vont être soumises aux stimuli nécessaires pour qu'elles deviennent actives et qu'elles puissent finalement germer.
Le reste vont tout simplement pourrir et mourir et contribuer au cyclage des éléments nutritifs dans le sol. Et là, c'est donc une autre place dans ce processus-là où on perd une certaine proportion de la régénération potentielle. Et parmi les semis qui vont germer à partir de cette banque de semences, ce ne sont pas tous les semis qui pourront être recrutés et contribuer au renouvellement du peuplement forestier. Donc, une bonne partie seront soumis à des stress biotiques ou abiotiques. Donc, par exemple, le broutement ou des stress environnementaux, des sécheresses, la compétition par d'autres essences forestières, d'autres espèces, et donc qui vont tout simplement mourir. Et à la fin, on arrive à un certain recrutement du peuplement. Donc, encore une fois, ce que je veux illustrer dans ce schéma-là, qui est très simpliste, c'est vraiment que le processus de régénération étant lui-même est lui-même constitué d'un paquet de points névralgiques qui peuvent faire en sorte que la régénération aura du succès ou non. Maintenant, même lorsqu'il s'agit d'une régénération artificielle, donc des arbres que l'on vient planter nous-mêmes, peu importe l'intensité de la sylviculture que l'on fait, on peut vouloir planter des arbres en enrichissement, en regarni ou en plantation en plein. Ces arbres-là ne sont pas non plus garantis de réussir à s'établir, à survivre, à croître, puis d'atteindre, de devenir des arbres matures. Quand je pense au changement climatique, il y a quelques éléments clés qui me viennent en tête sur lesquels les changements climatiques ont de l'effet, même à l'échelle d'un petit arbre qu'on vient de planter, que l'on pense à la température de l'air qui, lorsqu'on la combine avec la quantité d'eau, donc la quantité d'eau présente dans l'air nous donne l'humidité relative et éventuellement créer ce qu'on appelle la demande évaporative de l'air. Donc, c'est cet effet de pompe qui va carrément pomper l'eau à partir des aiguilles vers l'atmosphère. Eh bien, les changements climatiques auront certainement un impact sur cette pompe à eau qui entoure chacune des aiguilles des arbres qu'on met en terre et donc qui va créer potentiellement des stress hydriques pour ces arbres-là. La disponibilité en eau dans le sol devient potentiellement, elle aussi, un facteur limitant au succès de survie et de croissance des arbres. La température du sol, c'est bien documenté qu'elle a un impact direct sur la croissance racinaire des arbres, mais pas seulement des arbres, aussi de toutes les autres espèces qui s'installent. Donc, la compétition elle-même peut être influencée par les changements de climat. Le cyclage et la disponibilité des éléments nutritifs est un autre facteur qui peut être influencé par les changements climatiques et qui a un impact direct sur la survie et la croissance des arbres. Et puis la lumière qui, elle, est influencée encore une fois par cette compétition qui peut être plus ou moins abondante. Alors voici seulement certains des facteurs auxquels on peut penser rapidement qui ont un impact sur le succès de survie et de croissance des arbres et qui peuvent potentiellement être influencés par les changements climatiques. Maintenant, ces changements climatiques, je ne passerai pas trop de temps à essayer de vous convaincre qu'ils sont bien réels et qu'on a carrément le pied dedans. J'utilise ici seulement ces deux graphiques pour vous parler de la température, où vous avez à votre gauche la température annuelle moyenne actuelle à travers le pays. Et à droite, température projetée selon, si mon souvenir est bon, un scénario qu'on appelle le RCP 8.5, donc un scénario où les émissions de gaz à effet de serre seraient maintenues comme étant très élevées. Et voici à quoi pourrait ressembler la température à la fin du siècle. Donc, vous voyez quand même des changements assez importants. Et rappelez-vous que la température, c'est une expression en même temps de l'énergie. Alors, un simple changement de 1 ou 2 degrés représente énormément de changements dans l'environnement de croissance des arbres qui s'établissent. Une autre variable, celle-ci aussi qu'on voit très régulièrement quand il est question de changement climatique et de forêt, qu'on appelle le CMI, qui est en fait un indice d'humidité, si on veut, qui est basé sur la différence entre les précipitations et puis le total de l'évapotranspiration. Alors, quand on regarde l'impact
attendu des changements climatiques sur les précipitations et sur la température, bien, on voit que cet indice d'humidité ou de sécheresse a tendance à diminuer avec le temps. Et donc, ceci peut avoir des impacts assez importants sur le devenir, sur l'établissement des forêts et le devenir des forêts. On s'est posé la question, comment ces changements-là pouvaient-ils influencer le processus de régénération des forêts boréales? Donc, avec un groupe de collègues et sous la plume aiguisée de Dominique Boucher, on a produit une revue de littérature où on a regardé 4 essences boréales d'importance. Et on s'est demandé quelle connaissance est-ce qu'on a sur l'impact attendu de la température, de l'augmentation des températures et des sécheresses sur différents éléments du processus de régénération. Ici, je vous présente un exemple pour l'épinette noire. Donc, en fouillant la littérature, on a vérifié qu'est-ce qu'on connaît de l'impact de l'augmentation de la température et de la sécheresse sur la production et la disponibilité des graines de l'épinette noire. De manière assez surprenante pour cette espèce-là, on a trouvé peu ou pas d'informations qui nous permettaient de tirer des conclusions solides. Quand on regarde l'impact de ces facteurs-là sur la germination, par exemple, ici vous voyez des moins ou des moins. On a constaté vraiment qu'il y a plusieurs études qui démontrent de manière empirique un impact négatif ou très négatif de ces facteurs-là sur la régénération. Il en va de même sur la croissance de l'espèce et sur la survie. Donc, vous pouvez imaginer qu'avec un impact négatif sur la germination, la croissance, la survie, eh bien, le recrutement peut facilement être problématique pour une essence comme l'épinette noire en forêt boréale dans un contexte de changement climatique. Maintenant, toujours dans ce même exercice, on a regardé, bon, ben, avec ce qu'on connaît de la distribution actuelle de l'épinette noire à travers le pays et ce que l'on connaît des changements attendus en température et avec les sécheresses attendues à travers le pays, comment est-ce que va évoluer cette zone de confort pour l'épinette noire. Et ici, ce que vous voyez, c'est tout ce qui est en couleur, qui n'est pas gris, ce sont des zones où on considère que l'espèce peut devenir vulnérable d'ici la fin du siècle. Vous voyez différentes couleurs parce que les évaluations ont été faites selon 3 scénarios différents de superficie brûlée d'ici la fin du siècle. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que autant pour la période de 2041-2070 jusqu'à la période de 2071-2100, il y a de nombreux endroits à travers le pays où les augmentations de température et de sécheresse vont créer des environnements qui deviennent de moins en moins favorables à une espèce parmi d'autres qui est l'épinette noire. Dans d'autres travaux, ceux-ci menés avec des collègues à l'Université du Québec à Chicoutimi est basé sur un imposant dispositif de recherche où il y a du réchauffement artificiel du sol qui est réalisé. Et ce dispositif-là a été établi là, il y a plus de 10, même peut-être 12, 15 ans maintenant par l'UQAC et par des collègues de la Direction de la recherche forestière. Les gens s'étaient intéressés à l'impact du réchauffement sur les arbres matures. Eh bien, il y a quelques années, on s'est posé la question, quel est l'impact du réchauffement sur la régénération forestière? Alors, on est allé planter des arbres dans ces parcelles réchauffées. Donc, ce sont des câbles chauffants qui ont été enterrés dans les parcelles de forêt intactes. On a planté différentes espèces. Et ce que vous voyez ici, c'est l'effet, pendant une saison de croissance, du réchauffement du sol sur le sapin et l'épinette noire, sur une variable que j'appelle ici le stade phénologique. Donc, ça, c'est carrément une échelle qui nous dit à partir de laquelle on a évalué l'ouverture des bourgeons. Donc, 0 étant les bourgeons complètement fermés, l'arbre n'a pas encore débourré. Et là, le temps passe et évidemment, au printemps, les bourgeons s'ouvrent graduellement et éventuellement, on a des pousses. Donc, ça, c'est sur une échelle de 0 à 7. Ce que vous constatez ici, c'est que autant pour le sapin que pour l'épinette noire,
on a constaté un impact du réchauffement du sol sur le débourrement des arbres et sur le stade phénologique. Donc, en gros, avec un sol plus chaud, on a accéléré d'à peu près une semaine et demie, les stades phénologiques pour ces deux espèces-là. Quel impact que ça a? On peut tout de suite penser que ça a un impact positif parce que ça veut dire que les arbres vont débourrer plus tôt, ils vont commencer à pousser plus tôt, ils vont peut-être faire plus de croissance, mais en même temps, il y a peut-être un risque associé, par exemple, à des gels tardifs au printemps. Alors, à partir du moment où les bourgeons sont débourrés et que les pousses commencent à se faire, s'il y a un gel qui arrive au printemps, et bien là, c'est toute la nouvelle pousse qui va geler et le semis doit refaire une nouvelle pousse à partir d'un autre bourgeon. Donc là, non seulement on perd la croissance, mais possiblement que la croissance résultante va être moins élevée que la croissance initiale que le semis aurait eue, parce qu'il y a de l'énergie qui a été dépensée pour faire cette nouvelle pousse. Maintenant, dans une autre expérience, et celle-ci qui est présentement en cours avec des collègues à la fois de l'Université Laval, de Ouranos et de la Direction de la recherche forestière, on s'intéresse à l'impact attendu des changements climatiques d'ici la fin du siècle sur la survie, la croissance, mais aussi la physiologie, les relations hydriques de plusieurs essences commerciales importantes au Québec. Donc, vous voyez ici dans les photos, on a fait des expériences en serre à l'Université Laval où on a soumis de nombreuses espèces. Ici, vous reconnaissez l'épinette noire, l'épinette blanche, peut-être le chêne rouge, on avait de l'érable à travers ça. Donc, on a simulé une année que l'on sait avoir été très, très sèche, qui était l'année 2012. Puis on a aussi simulé un futur probable, donc 2080, basé sur des prédictions qui ont été faites par Ouranos. En bas à droite, vous avez l'effet des traitements au début de l'expérience, au milieu et à la fin de l'expérience sur la survie des arbres. Et ça, peu importe, ici, c'est pour 3 conifères. Et vous voyez que dans tous les cas, la survie, à part dans le témoin, la survie a été relativement faible. On parle d'à peine 25 dans le meilleur des cas. Et ça, c'est en recréant d'abord un climat que l'on sait qui a eu lieu et des climats auxquels on s'attend dans le futur. Donc, ce n'est pas très jojo. Quand on regarde la réponse maintenant par espèce pour les 3 espèces dont il est question ici, l'épinette blanche, noire et le pin blanc. Encore une fois, les réponses sont très inquiétantes. On voit des moyennes là, qui sont en bas de 50% de survie. Donc, on comprend que les changements climatiques risquent d'affecter la physiologie, la survie des arbres, leur croissance. Maintenant, on se demande aussi quel peut être même l'impact des changements climatiques sur la germination des semences. Alors, vous vous rappelez ce premier diagramme, un des points névralgiques, c'est le fait que les semences doivent avoir les conditions propices pour germer. Alors ici, encore une fois, dans une autre expérience en cours actuellement, avec des collègues toujours de l'Université Laval et de la DRF, on a mis en place un dispositif de recherche en forêt où on simule cette fois-ci l'impact que peuvent avoir les changements climatiques sur la couverture de neige. Donc, ce que vous voyez à gauche, ce sont les bacs dans lesquels on a enterré, on a ensemencé différentes espèces. Évidemment, bon, tout ça est protégé là, avec des grillages là, pour éviter la prédation et limiter le nombre de facteurs qui influencent les résultats de notre expérience. Et pendant l'hiver, il y a des équipes techniques dédiées qui ont visité ces parcelles-là de manière régulière pour maintenir des conditions de neige précises. Donc, en haut, ce que vous voyez, c'est une photo prise dans une parcelle témoin où on a laissé la neige s'accumuler de manière naturelle pendant tout l'hiver. Puis juste en dessous, ce que vous voyez, c'est un autre extrême qu'on a créé où l'équipe technique allait régulièrement sur le site et libérait, enlevait carrément toute la neige au-dessus de nos bacs pour faire comme si le couvert nival avait été nul pendant tout l'hiver. On a aussi des traitements intermédiaires à ceux-là. Et là, ce qu'on se demande, c'est est-ce que le fait d'avoir des couverts de neige qui seront possiblement moins élevés dans le futur pourra avoir un impact sur justement la germination et la survie
des semis en raison des impacts que ça peut avoir sur la température dans le sol. On combine cette expérience-là avec d'autres expériences en milieu contrôlé dans des chambres de croissance où on va tenter encore une fois de jouer avec les facteurs de température, mais aussi d'humidité pour essayer d'isoler l'effet de chacun de ces facteurs-là sur le succès de germination et de croissance des essences. Donc, tout ça pour vous dire que la régénération forestière, c'est une étape critique de l'établissement des peuplements. Il y a des choses qu'on connaît. On s'attend à ce que les changements climatiques aient un impact assez majeur sur le succès de régénération de plusieurs espèces commerciales d'importance. Mais il reste des questions à répondre et il y a plusieurs expériences en cours. Ici, je vous en ai présenté seulement 2 ou 3, mais il y a plein d'autres gens à travers le Québec et ailleurs qui travaillent sur ce genre de questions-là pour essayer de prévoir qu'est-ce que les changements climatiques peuvent amener en regard du succès de régénération de nos forêts. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à connaître l'impact des changements climatiques sur la régénération? Dans mon cas, c'est parce que j'aimerais aider à développer une sylviculture qui sera adaptée à cette nouvelle réalité. Pourquoi est-ce qu'on fait de la sylviculture? On fait de la sylviculture parce qu'on veut que nos forêts puissent produire et continuer à produire des services écosystémiques, que ce soit de la fibre, mais des habitats fauniques, maintenir des essences d'importance spirituelle et fixer du carbone atmosphérique, etc. Donc, on fait de la sylviculture pour atteindre des objectifs de production de services écosystémiques et pour réussir à faire une sylviculture qui va permettre d'adapter les forêts à cette nouvelle réalité, on a besoin de ces connaissances plus fondamentales sur l'impact des changements climatiques sur le succès de régénération. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter justement un de ces cadres conceptuels de sylviculture d'adaptation au changement climatique. Comme je le disais en introduction, ce n'est pas la seule façon de voir la sylviculture des forêts dans un contexte de changement climatique. Ce que je vous présente, c'est une façon, moi, qui m'interpelle parce que je la trouve assez facile à comprendre, je la trouve relativement simple à expliquer et je peux imaginer comment elle peut être mise en œuvre dans un contexte opérationnel. Mais il y a d'autres façons de voir les choses qui sont tout à fait tout aussi valables et peut-être même encore plus valables. Mais moi, je choisis de vous présenter celle-ci qui est basée sur 3 grands principes qu'on appelle la résistance, la résilience et la transition. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans les minutes qui suivent. Donc, comme dans toute action sylvicole, que ce soit dans un contexte d'adaptation au changement climatique ou non, l'action sylvicole commence par une connaissance des peuplements forestiers avec lesquels les forestiers et les forestières doivent travailler. Cette connaissance-là doit être liée à, par exemple, la composition des forêts, évidemment, quelles essences sont là, la structure des forêts, donc la structure verticale des forêts, la structure horizontale des forêts, la distribution des diamètres dans une forêt, la distribution des classes d'âge, etc. Donc, tout ça, ce sont des informations importantes que les forestiers et les forestières doivent acquérir. La végétation de sous-bois et un paquet d'autres facteurs. Avec ce que je viens de vous raconter concernant l'effet des changements climatiques sur la régénération forestière, on peut imaginer que si on laisse des peuplements forestiers à eux-mêmes, ils vont évoluer dans le temps, sujets aux stress environnementaux qui seront causés par l'environnement, par les changements climatiques. Cette évolution va mener vers des compositions, des structures diamétrales, des structures d'âge qu'on peut connaître ou qu'on peut ne pas connaître. Donc, le peuplement va évoluer vers une condition future qui est possiblement peu connue ou inconnue. Or, comme je le disais, quand on fait de la sylviculture, normalement, dans un contexte d'aménagement forestier, c'est qu'il y a des objectifs de production de services écosystémiques. Donc,
Maintenant, les forestiers, les forestières prennent en compte les besoins de la société et disent, bon, ben, avec tel type de peuplement, on désire produire tel service, donc telle quantité de fibres, on désire produire tel habitat, on désire maintenir telle ou telle essence absolument parce qu'elle a une importance écologique ou une importance spirituelle particulière, etc. Dans une approche de résistance au changement climatique, l'objectif, c'est de faire en sorte que la condition future se rapproche autant que possible de la condition actuelle. Et ici, je ne parle pas de figer dans le temps un peuplement forestier. Donc, un peuplement forestier, évidemment, ça évolue. Il y a différents stades de développement. Mais ici, je m'intéresse davantage à la nature du peuplement dans sa composition lorsqu'il est à maturité ou lorsqu'il est en évolution. Donc, à ces différents stades d'évolution, dans une approche de résistance, ce qui est désiré, c'est de maintenir ce même type de dynamique parce que c'est le type de dynamique et c'est le type de forêt que l'on sait qui permettra de répondre aux besoins qui sont identifiés dans les processus de planification stratégique. Par définition, une approche de résistance au changement climatique fait en sorte que les efforts pour maintenir ces conditions-là à travers le temps, alors que l'effet des changements climatiques sera de plus en plus important, bien, les efforts vont aller en augmentant nécessairement. Il deviendra de plus en plus difficile, coûteux, etc., de maintenir des conditions contre vents et marées, alors que les changements climatiques et les stress environnementaux poussent les peuplements dans une autre direction. Une deuxième approche, et ça, c'est un mot que vous avez entendu beaucoup depuis, ne serait-ce que depuis le début de la pandémie, et que malheureusement, on entend énormément depuis plus d'un mois, alors que des millions de personnes subissent des stress dans leur vie que j'ai peine à imaginer, c'est la capacité de résilience. Donc, la résilience, dans un contexte de sylviculture, d'adaptation au changement climatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter un changement, mais avoir la capacité, à travers le temps, de retrouver des conditions qui se rapprochent autant que possible des conditions précédentes. Ici, j'illustre cette idée-là par le fait que le peuplement initial et le peuplement final, vous voyez une différence. Il y a une essence qui a changé. Une essence qui a changé, mais qui présente ce qu'on appellerait des traits ou des traits fonctionnels qui ressemblent beaucoup à l'essence qui a été remplacée dans le peuplement initial. Donc, une approche de résilience, c'est de donner au peuplement la capacité de rebondir à travers les stress environnementaux qui seront subis au fil du temps pour atteindre un état qui peut être un peu différent, mais qui se rapproche quand même assez dans son esprit de l'état de référence initial. Les efforts à mettre dans le temps pourront être variables. Parfois, ils seront peut-être beaucoup plus importants, parfois moins importants, mais cette approche de résilience, c'est vraiment l'idée de créer des conditions qui vont permettre au peuplement de rebondir et pour terminer vers des conditions qui seront sensiblement similaires aux conditions initiales, mais en acceptant une certaine forme de changement. Et la troisième stratégie, qui en est une de transition. Et bien là, la transition, c'est de prendre les changements climatiques par les cornes et de pousser l'écosystème, pousser le peuplement forestier vers des conditions, donc plutôt une structure, une composition, des caractéristiques que l'on sait être adaptées au climat futur. Donc, vous voyez ici un changement complet, par exemple, des espèces, des essences qu'on retrouverait dans un peuplement forestier qui serait aménagé dans une stratégie de transition. Les efforts pour arriver à une telle transformation, encore une fois, peuvent varier dans le temps, mais dans bien des cas, peut-être que les efforts seront assez faibles et même que la nature va faire elle-même les choses. Donc, comme vous le voyez au début de ce graphique-là, le changement climatique, les stress environnementaux vont eux-mêmes amener une pression qui va amener une sélection d'espèces vers les espèces
que l'on veut favoriser dans un tel peuplement, mais il y aura possiblement des ajustements à faire pour s'assurer qu'on s'en va dans la direction qui permet de répondre aux services écosystémiques que l'on a en tête avec cette stratégie-là. Donc, voici en quelques minutes les 3 grandes stratégies de ce cadre de référence. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un œil aux écrits de Miller et al. 2007. Il y a d'autres articles là, de Linda Nagel 2017, très intéressants et assez explicites sur ce sujet-là. Si je résume maintenant ces 3 approches-là, le long de 2 axes. Un axe qui illustre la volonté de maintenir des conditions similaires à celles que l'on a maintenant vers cette volonté de promouvoir le changement. Puis un autre axe qui est cette volonté de réduire au maximum l'impact des changements climatiques sur la composition et la structure des peuplements vers plutôt faciliter des réponses d'adaptation. Bien, on peut illustrer ces 3 stratégies comme ceci. Donc, dans une approche de résistance, l'idée serait de maintenir des conditions, comme je le disais, relativement échangées. Quand on pense à la régénération forestière, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça voudrait dire de maintenir, si possible, les mêmes essences, mais en utilisant possiblement des provenances adaptées qui permettraient donc de maintenir encore une fois les essences en place, mais en s'assurant qu'elles vont survivre aux conditions futures. Une approche de résilience, comme je le disais, c'est de s'accommoder d'un certain changement, mais quand même d'encourager le retour vers un état de référence qui ressemble à ce qu'on avait au départ. Si on pense à la régénération, ça voudrait dire peut-être favoriser les mêmes essences ou des essences similaires. Donc, pensez tantôt au petit arbre là, qui a juste changé de couleur. Donc, des essences qui ont des traits fonctionnels qui se rapprochent de ceux des essences initiales, en utilisant, encore une fois, des provenances qui sont adaptées à ce contexte. Et finalement, une approche de transition, ben là, c'est vraiment de faciliter le changement, encourager, faire des travaux qui vont permettre au peuplement de s'adapter à des nouvelles conditions. Et là, on peut penser, au point de vue de la régénération, d'utiliser des essences similaires ou même des nouvelles essences qu'on ne retrouve absolument pas et qui n'ont pas d'équivalent actuel dans les peuplements rencontrés, mais que l'on sait être bien adaptés aux conditions futures. Alors, voici comment ce cadre de réflexion autour de la sylviculture d'adaptation peut s'articuler avec un intérêt particulier sur les stratégies de régénération qui peuvent être mises en place dans chacune de ces boîtes. Évidemment, et moi le premier, on aime bien mettre les choses dans des boîtes. Hein, c'est facile, on a, semble-t-il, notre cerveau est fait comme ça. On est habitué à catégoriser les choses. Ça nous facilite la vie pour prendre des décisions. Ça facilite la communication. Okay? C'est une des raisons pourquoi on utilise des catégories. C'est pour être capable de se comprendre et savoir de quoi on parle. Ces 3 stratégies-là, je pense qu'elles peuvent être aussi vues le long d'un gradient. Donc, à un moment donné, une approche de résistance peut je vais utiliser un anglicisme, là, se morpher en une approche de résilience. Alors, elles se recoupent certainement, ces catégories-là. De la même façon, la résilience peut embarquer sur des approches de transition et à un moment donné, tout dépend de l'objectif de la personne qui fait la prescription sylvicole. Et c'est ce qui permet de mettre une étiquette sur l'une ou l'autre de ces stratégies. Mais dans les faits, je crois fermement qu'elles peuvent aussi être vues le long d'un gradient. Maintenant, je veux vous illustrer à quoi ça peut ressembler, ce genre de réflexion-là, concrètement. Ce n'est pas un exemple basé sur la gestion d'une forêt publique ou d'une forêt privée dans un cadre opérationnel. C'est toutefois un exemple basé sur une expérience scientifique, mais à échelle opérationnelle. Cette expérience-là, on l'établit à la forêt expérimentale de Petawawa, qui est gérée par le Service canadien des forêts, et elle s'inscrit dans le cadre d'un réseau international
d'expériences de sylviculture d'adaptation. Et je vous invite à fouiller un peu sur Internet si vous maîtrisez l'anglais. Faites une petite recherche pour Adaptive Silviculture for Climate Change. Vous allez trouver ce site web. Vous allez voir cette carte qui représente tous les sites actuels où des expériences similaires à celles que je vais vous présenter ont été établies ou sont en cours d'établissement. Et l'idée de ce réseau, c'est que à chacun de ces sites, c'est exactement la même stratégie ou plutôt le même cadre conceptuel de sylviculture d'adaptation qui est établi, mais évidemment, les traitements sont adaptés à la réalité locale et régionale de chacune des expériences. Puis l'idée éventuellement, c'est d'être capable de combiner les résultats de ces différentes expériences-là qui sont toutes montées selon le même protocole minimal avec un nombre minimum de répétitions, une dimension des parcelles minimalement identiques. Il y a certaines variables qui sont communes à toutes les expériences. Donc, éventuellement, on pourra mettre tout ça ensemble et regarder comment cette stratégie-là ou ce cadre conceptuel-là d'adaptation permet de répondre aux défis des changements climatiques selon des gradients. Vous voyez ici, là, on couvre vraiment très, très large avec cette expérience. Une expérience qui est sous l'égide à la fois du USDA, ensuite de chercheurs de l'Université du Colorado, avec des pôles un peu partout aux États-Unis. Et au Canada, Petawawa est la première expérience de ce réseau que l'on met en place. Maintenant, il y en a une deuxième qui est en train de démarrer en Colombie-Britannique. L'expérience est vraiment basée sur un processus qui vise à identifier des stratégies d'adaptation basées sur un consensus scientifique, mais aussi qui fait appel à l'expertise professionnelle des gens. Donc, vous voyez ici des images tirées de workshops qu'on a eus au tout début de l'expérience. Et ça, tous les sites passent par là. Donc, des ateliers de discussion où il y a des chercheurs, il y a des praticiens, praticiennes qui se mettent ensemble. Il y avait donc une grande diversité de participants où on discutait voici à quoi pourrait ressembler une stratégie d'adaptation, de résistance, de résilience et de transition pour le contexte particulier de la forêt de Petawawa. Donc, en quelques mots, la forêt de Petawawa, elle se situe en Ontario, tout juste sur la frontière du Québec. Vous le voyez ici au nord-ouest d'Ottawa. C'est une forêt qui est naturellement dominée par le pin blanc, le chêne rouge. Il y a du pin rouge également. Une forêt relativement sèche. C'est à peu près 10 000 hectares comme forêt expérimentale. Et pour l'expérience, on a identifié un total de 200 hectares qui servent à notre expérience d'adaptation. 200 hectares dans lesquels on met en place 4 répétitions de tous les traitements dont je vous ai parlé. Puis à ceux-ci s'ajoute un témoin non coupé, puis aussi un traitement qu'on appelle, c'est le cours normal des affaires pour pouvoir comparer avec les pratiques actuelles de sylviculture. Chaque unité expérimentale, là, pour ceux qui s'intéressent, mesure un minimum de 8 à 10 hectares. Et ça fait en sorte que les unités expérimentales sont suffisamment grandes, oui, pour s'intéresser à la dynamique forestière, à la production de fibres, mais aussi à la production d'autres services écosystémiques comme des habitats pour la faune. Alors, on a des collègues du Service canadien des forêts, mais aussi d'Environnement Changement climatique Canada qui font des études dans nos parcelles sur les habitats pour l'avifaune, pour la grande faune. On pourra aussi étudier les sols, étudier les insectes. Bref, ça devient vraiment une infrastructure majeure pour étudier des stratégies d'adaptation au changement climatique. Les 3 traitements qu'on a identifiés dans le cadre de ces stratégies d'adaptation au changement climatique sont les suivants. Alors, pour la forêt expérimentale de Petawawa, l'approche de résistance consiste essentiellement à augmenter la diversité génétique des essences déjà présentes pour s'assurer que l'on puisse maintenir les mêmes essences. Donc, on se rappelle, la résistance, c'est contre vents et marées, essayer de maintenir les caractéristiques actuelles de ces forêts dans le temps à travers les changements climatiques. Alors, comment ça se produit sur le terrain? Ça va être, en fait, c'est maintenant fait. Les traitements sylvicoles ont été faits au cours de l'automne et de l'hiver. Donc,
ça se manifeste par une coupe progressive régulière, donc où il y a une coupe d'au-delà de 50% de la surface terrière, une préparation du terrain pour stimuler la germination à partir des arbres sur place, donc à partir d'une pluie de semences locale. Et là, ça va être combiné avec la plantation, ce qui ne se fait normalement pas dans ce type de peuplement-là, dans cette région-là. Ça sera combiné à une plantation de sources locales, mais aussi de sources adaptées de pin blanc pour amener une diversité génétique et amener une cohorte de pins qu'on espère qui seront capables de passer à travers les sécheresses qui s'en viennent dans le futur pour cette région-là. Il y aura ensuite la coupe finale de la coupe progressive qui va se faire lorsque la régénération aura atteint environ 6 mètres de haut. L'approche de résilience à laquelle on est arrivé, comme je le disais, en groupe, après 2 ou 3 jours de discussion, dans ce cas-ci, c'est une approche qui vise à, comme je le disais tantôt, à donner des options et à permettre à l'écosystème et au peuplement comme de rebondir en fonction des changements climatiques qui s'en viennent. On a donc décidé de modifier la structure typique de ces peuplements-là en passant par une coupe progressive et régulière, par trouées agrandies. Alors, vous voyez ici un exemple de trouées. Les trouées qui ont, si je me rappelle bien, une cinquantaine de mètres de diamètre. Dans ces trouées, il y aura plantation de pin blanc, encore une fois, mais aussi plantation de chêne rouge. Je pense que le chêne rouge sera bien adapté aux conditions futures pour cette région-là. Mais dans les deux cas, ce sera plantation à partir de semences adaptées qui proviennent de sources plus au sud. Et dans la coupe progressive et régulière par trouée, bien là, agrandi, l'idée, c'est que sur une rotation d'à peu près 15-20 ans, on va agrandir les trouées, donc pour aller agrandir cet environnement de croissance. Donc, ce qu'on imagine, c'est que la régénération au centre aura commencé à pousser et là, on va agrandir, puis on va graduellement toucher l'ensemble du peuplement. On pense que cette approche-là donne une chance aussi de réagir au changement climatique parce que cette idée de coupe progressive et régulière implique un retour assez régulier dans le temps. Et donc, dans 15 ou 20 ans, ça ne sera certainement pas moi ni mes collègues qui vont être là, mais les prochains forestiers et forestières qui seront là auront d'autres options qui pourront envisager, étant donné que les peuplements n'auront pas été récoltés au complet 15 à 20 ans plus tard. Si notre approche dans les trouées ne fonctionne absolument pas, bien, il sera encore le temps sur les 80% qui restent des parcelles d'arriver avec une autre approche de résilience que celle à laquelle on avait pensé. Donc, on pense que de cette façon-là, on donne une certaine marge de manœuvre aux générations futures. Finalement, l'approche de transition, elle, c'est carrément créer des peuplements que l'on espère être vraiment bien adaptés aux conditions futures en osant aller avec des espèces qu'on ne retrouve pas nécessairement actuellement dans ces peuplements-là. Alors, on y va avec une coupe totale, mais avec réserve de semencier parce qu'on veut un apport de graines de sources locales. Donc, ça sera suivi d'une préparation de terrain pour, encore une fois, favoriser la germination, contrôler la compétition. Et il y aura plantation de pin puis ensemencement de chêne dans ces parcelles-là à partir de sources locales, mais aussi à partir de sources adaptées au climat futur. Vous voyez ici, on va y aller vers la plantation de pin rouge qui n'était pas dans nos autres stratégies parce qu'on pense que le pin rouge sera particulièrement bien adapté aux conditions futures. En plus, en ouvrant davantage le couvert, là, ici, on parle de 75% et plus là, de récolte, bien là, ça va faire beaucoup de lumière. Alors, le pin rouge devrait y trouver un bon endroit pour s'établir. Du pin rigide qu'on retrouve à certains endroits hein, au sud du Canada, des petites poches ici et là. Mais là, on pense que ces conditions qui seront présentes à Petawawa dans le futur seront bien adaptées pour le pin rigide. Et ensuite, avec un ensemencement de chêne rouge et blanc, encore une fois de provenance du sud. Donc ici, vous voyez qu'on crée carrément un écosystème qui n'existerait pas naturellement, mais on pense que ce type d'écosystème-là sera adapté aux conditions futures. Alors, si j'illustre ces trois traitements-là le long du gradient
d'un gradient où on vise d'un côté à maintenir des conditions qui ressemblent aux conditions actuelles vers une approche où on veut vraiment changer l'écosystème pour favoriser sa transition. Vous avez la coupe progressive régulière, la coupe progressive irrégulière par trou agrandi, puis la coupe totale. Et dans chacun des cas, des stratégies de reboisement qui varient dans le choix des essences et dans le choix des sources de semences disponibles. Donc ça donne des opportunités, comme je le disais, peut-être de s'adapter dans le futur selon les conditions, selon le succès passé de nos interventions, de choisir des espèces qui seront peut-être plus performantes que les espèces actuelles dans les conditions futures, mais ça vient aussi avec des défis. Un des défis auxquels on peut penser, c'est s'adapter à quoi? Donc, je ne suis absolument pas un spécialiste là, des modèles climatiques. Mais ce que je comprends, c'est que la modélisation du climat futur, c'est une science très compliquée et c'est une science qui évolue constamment. Il y a à la gauche les scénarios RCP. Donc, ça, c'est les scénarios typiques là, qui étaient utilisés jusqu'à l'avant-dernier rapport du GIEC. Donc, c'est les Representative Concentration Pathways. Donc, c'est différents scénarios de forçage radiatif là, dans le futur qui sont basés sur des émissions de gaz à effet de serre qui seront à la baisse, stable ou qui pourront augmenter. Donc, vous voyez ici l'évolution de l'indice de sécheresse dont je parlais tantôt, le CMI, en fonction de ces différents scénarios-là. Donc, dépendamment à quel point on est optimiste ou pas pour l'avenir, ben, vous voyez que ça change pas mal à quoi peut ressembler le futur. Ici, ces prédictions-là sont faites localement pour la région là, de la forêt de Petawawa. Aujourd'hui, les climatologues utilisent maintenant une nouvelle génération de scénarios qui sont les SSP, les Shared Socio-Economic Pathways, et qui, je ne comprends pas tout le détail, mais ce que je comprends, c'est que ceux-là intègrent aussi beaucoup d'éléments sur la volonté politique de faire ceci, cela. Il y a d'autres personnes que moi qui pourraient vous expliquer bien mieux la différence entre les deux approches. Mais donc, si on utilise plutôt ces nouveaux scénarios-là, ben vous voyez que le CMI, l'indice de sécheresse, il n'évolue pas tout à fait de la même façon. Et là, ça dépend comment sont prises en compte les précipitations, comment sont prises en compte les diminutions potentielles d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Mais ça a des impacts très concrets parce qu'on arrive pour choisir des essences ou des sources de semences aujourd'hui, selon le scénario qu'on décide d'utiliser, bien, vous voyez que ça fait une différence énorme dans les choix qui peuvent être faits pour le futur. Donc, je le vois comme un défi. Il y a peut-être une solution à ça. Peut-être que ça demande plus de concertation, ça demande davantage de communication avec les climatologues. Et dans cet esprit, moi et bien d'autres, on a la chance de participer à une initiative nationale qui s'appelle Silva 21, qui est sous l'égide d'Alexis Achin à l'Université Laval. Et dans le cadre de Silva 21, il y a une personne, Amy Waterspoon, qui est une postdoc, qui est en train de produire des scénarios climatiques pour plein de zones à travers le Canada afin que cette information-là puisse être transférée vers les utilisateurs et que les gens aient l'opportunité de voir à quoi pourra ressembler le climat futur dans leur région. Et selon ma compréhension, Amy, avec son équipe, produisent même des outils interactifs où il est possible de faire évoluer, de choisir différents scénarios et de voir l'impact sur les précipitations, sur les indices de sécheresse, etc., dans le futur. Donc, il y a des efforts actuels qui sont mis pour que cette science de la climatologie puisse être transférée et descendre jusque vers les utilisateurs qui doivent prendre des décisions. Un autre défi que je vois, c'est qu'avec les changements climatiques et les questions de régénération, ben, il arrivera aussi pas seulement des nouvelles essences, mais des nouvelles espèces qui représenteront des nouveaux défis. Ici, je mets un exemple qui est une espèce qui n'est absolument pas nouvelle pour tous les collègues qui nous écoutent, qui sont dans la région de l'Estrie. Ils se battent avec le nerf brun depuis au moins 15 ans, sinon plus, 20 ans. Mais cette espèce-là, c'est une espèce exotique, envahissante,
il y en a d'autres, il y en aura d'autres, et on n'a pas, à l'heure actuelle, les outils appropriés pour gérer des problèmes d'envahissement par de telles espèces. Et les changements climatiques vont faire en sorte qu'une espèce comme le nerf brun va continuer à s'étendre, et ça ne sera pas juste les régions de l'Estrie et du sud du Québec qui vont être aux prises avec cette espèce-là. Elle va continuer à s'étendre, et j'avais entendu l'année dernière ou l'année d'avant, il y a des gens qui en ont vu en Mauricie, à Shawinigan et peut-être même au-delà. Alors, éventuellement, avec les changements climatiques, les changements même globaux, c'est une espèce, et il y en a d'autres qui vont prendre de l'expansion pour lesquelles on n'a pas nécessairement les outils pour gérer et s'assurer qu'elles ne nuisent pas à la régénération des forêts. Donc, je n'ai pas la réponse à ça, mais ici, je voulais vraiment souligner que ce sera un défi avec lequel il faudra composer. Quand je pense à l'autre défi, ce qui m'est venu en tête tout de suite, c'est les 12 travaux d'Astérix. Donc, depuis le début, je vous parle de sylviculture d'adaptation, où tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser des semences, des provenances qui viennent de plus au sud. Et comme ça, on pourra permettre à nos forêts d'être adaptées aux conditions de demain. Et vous avez à droite une sortie d'un logiciel qui est utilisé, qui a été produit par le Service canadien des forêts il y a quelques années, qui s'appelle Seedware, et qui permet de regarder les analogues climatiques actuels pour les forêts, pour des coordonnées particulières telles qu'elles seront dans le futur. Alors, ce que ça nous dit, nous, par exemple, pour la forêt de Petawawa, c'est que nos sources adaptées devront provenir de différents endroits des États-Unis. Mais demandez à n'importe qui ici qui a tenté de faire de la production de plants à partir de semences qui viennent d'ailleurs, c'est un défi en soi. J'ai vu tantôt mon amie Patricia Raymond qui est apparue à l'écran. Patricia, je sais qu'ils ont un super dispositif de migration assistée qui est en collaboration avec des Américains. Et même pour ce groupe-là, ça devient aussi un défi, j'en suis persuadé, de se procurer les semences et les plants qu'ils veulent amener jusque dans leur expérience. Et c'est quelque chose que l'on vit actuellement avec la forêt de Petawawa. Donc ici, j'ai mis la fameuse carte de la maison qui rend fou. Alors, c'est aussi difficile que de trouver le laissez-passer A38. Donc, à qui on parle, qui on contacte. Et hier, je discutais avec Fabienne Cola du ministère des Forêts du Québec. Fabienne, qui est une spécialiste des semences forestières, puis elle m'expliquait que c'est effectivement un défi, même dans une province comme le Québec, où on a une structure bien organisée avec une direction générale de production des plants, un centre de semences hyper performant, hyper bien organisé. Si quelqu'un appelle Fabienne et lui demande des semences de pin rigide pour reboiser à tel ou tel endroit en Outaouais, ça sera très difficile d'en avoir. Il y a même des enjeux, elle me soulignait des enjeux de main-d'œuvre, des enjeux de qualité de graines. Alors, au Québec, par exemple, on a des critères très, très élevés dans la sélection des graines, dans la production de graines. Mais si on se procure des semences ailleurs, dans d'autres provinces ou aux États-Unis, rien ne dit que les mêmes critères élevés sont en place. Donc, ça peut aussi devenir un enjeu. Je termine avec cette diapositive-là pour vous dire que ce dont je vous parle depuis le début, c'est de sylviculture, de régénération et de sylviculture. Mais je ne suis absolument pas en train de vous dire que, par exemple, la solution au changement climatique, c'est de faire de la sylviculture de résistance à la grandeur de la province ou d'une unité d'aménagement, ou de faire de la sylviculture de résilience, ou bien de favoriser la transition des peuplements d'une unité d'aménagement au complet. Absolument pas. Donc, je vous parle de sylviculture, donc je vous parle à l'échelle des peuplements forestiers. Maintenant, ce que ça demande, et c'est un autre défi, c'est comment est-ce qu'on intègre tout ça à l'échelle de l'aménagement forestier, où là, les aménagistes doivent gérer des intrants, donc des flux d'argent, de personnel, gérer des infrastructures pour produire et réaliser une stratégie d'aménagement qui produit des services écosystémiques divers, incluant de la fibre, incluant des habitats, incluant un paquet d'autres choses. Maintenant, comment est-ce qu'on intègre tout ça à l'échelle du paysage? C'est un défi en soi. Pour aider à cette réflexion-là,
sous le leadership de Samuel Royer-Tardy, qui est au CERFO maintenant. J'avais eu la chance de participer à cet article où on a proposé une façon de voir un portfolio d'options, d'adaptation, inspiré d'une approche de triade, donc une approche de zonage fonctionnel où il y a une augmentation graduelle de l'intensité d'aménagement, ce que vous voyez sur l'axe des Y, et combiné à la vulnérabilité des forêts. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est différentes approches potentielles qui parfois font appel à la plantation, mais pas tout le temps. Parfois font appel à la migration assistée, mais pas tout le temps. Et qui peuvent inspirer des décisions d'aménagement à l'échelle d'un territoire. Donc, je vous invite à jeter un œil à cet article qui est facile à trouver. C'est en anglais toutefois, mais sinon, n'hésitez pas à contacter Samuel ou les autres auteurs pour en parler. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans pour inspirer notre aménagement de demain. Donc, en conclusion, je termine en vous disant que le stade de régénération, moi, je demeure convaincu que c'est une étape cruciale et critique du développement des peuplements. Donc, les arbres qu'on met en terre aujourd'hui, les semis qu'on met en terre aujourd'hui, c'est les arbres de demain. Et là, il y a le défi que ces arbres-là doivent survivre aux conditions futures, mais ils doivent aussi survivre aux conditions actuelles si on le veut qu'ils se rendent jusqu'à demain. Le stade de régénération, j'espère vous avoir démontré que c'est un stade qui va être particulièrement sensible aux effets des changements climatiques. Et finalement, je vous ai présenté un cadre conceptuel de la sylviculture d'adaptation qui est basé sur des stratégies de résistance, résilience et transition, et que ce cadre-là offre des opportunités, oui, mais vient aussi avec beaucoup de défis. Donc, je termine là. Merci de votre attention. Il me fera plaisir de répondre à quelques questions si vous en avez. Pierre. Tu peux arrêter ton partage d'écran, Nelson. Alors, merci Nelson. Bonjour à tous. Je suis Pierre Godbout et j'animerai la période de questions. Vous pouvez maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, l'unique façon est de compléter l'attestation de participation avec le lien URL et le code d'activité que vous trouverez dans le chat sous peu. Alors, comment procéder pour poser une question? Alors, vous pouvez poser votre question. Excusez-moi. J'avais pourtant mis ça off. Je m'excuse encore. Comment procéder pour poser une question? Vous pouvez poser votre question dans la langue officielle de votre choix avec le micro de l'ordinateur en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Nous souhaitons que vous posiez une question à la fois, autant pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question et de laisser la chance à tous de poser leurs questions. Si vous préférez poser votre question par écrit, utilisez la boîte du chat à tous mes contacts. Sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Dans les deux cas, j'aimerais ça que vous identifiez clairement en donnant votre nom et l'organisation que vous représentez. Alors, la période de questions est maintenant commencée. Et voilà, je mets le chat, ce que les gens désirent obtenir pour la formation continue. Et je vais parcourir le chat s'il y a des questions ou des mains levées.
Alors, Sébastien Meunier. Je viens de vous donner la possibilité de rétablir votre son. Vous devriez m'entendre, Sébastien Meunier, je suis ministère Forêt-Faune-Parc, la région de l'Outaouais. Merci Nelson pour la présentation, très intéressant. Merci Sébastien, ça fait plaisir de te voir. Ça va. Dans le projet de Petawawa, vous parliez d'ensemencement de chêne rouge et de chêne blanc. J'espère que vous avez prévu aussi du reboisement pour ces deux essences, étant donné que les petits écureuils ont tendance à se sauver avec tous vos glands quand vous les mettez en avant. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est important. Je dirais que ce projet-là, je vais le suivre avec intérêt aussi, étant donné que c'est un peu un clone des forêts du Pontiac qu'on peut avoir, là. Donc, ça va être intéressant de voir évoluer ça. Ma question, c'est de savoir, est-ce que les communautés autochtones ont été intégrées aussi aux discussions en prévision de l'installation des différents dispositifs? Puis comment ça a été cette participation? OK, c'est un bon commentaire, c'est une bonne question, Sébastien, merci. À ton premier commentaire, pour l'instant et pour des questions opérationnelles, il n'est pas prévu qu'on fasse de reboisement de chêne. On est toutefois bien conscient de l'enjeu que tu mentionnes, puis tu as tout à fait raison. Et là, on est un peu dans un cas où on se demande comment est-ce qu'on gère la question, est-ce qu'on protège chacun des glands qu'on met en terre? Parce que d'un point de vue expérimental, on aimerait bien avoir des chênes et voir est-ce que ça va germer et leur réaction au changement climatique, mais on veut que ça demeure opérationnel. Donc, c'est vraiment une question là, à laquelle on n'a malheureusement pas encore de réponse. Mais c'est un très bon point que tu soulèves, puis on en est conscient. Deuxièmement, il y a la forêt, et là, je ne veux pas dire de niaiserie, là, mais la forêt de Petawawa est en démarche pour créer des interactions avec les communautés autochtones avoisinantes. À mon souvenir, et là, ça remonte à 2019, je ne crois pas qu'il y avait de représentants ou de représentantes des communautés autochtones qui ont participé à l'atelier qu'on a tenu pour définir les différents traitements. Il y avait différents groupes, par exemple, les Amis de la forêt de Petawawa, qui est un groupe qui représente toutes les personnes qui ont un intérêt quelconque pour la forêt, qui peut être fréquenté par le public. Mais à ma connaissance, il n'y avait pas de communauté autochtone à ce moment-là, mais ça fait partie de nos discussions avec les gestionnaires de la forêt de Petawawa qui sont, à ma connaissance, dans un processus là, je m'excuse, c'est des anglicismes, mais d'engagement avec les communautés autochtones locales. Pour ce qui est des autres sites du réseau, malheureusement, je ne pourrais pas t'en parler, ils sont trop nombreux. Et puis, quand on a des rencontres de groupes, on a des représentants de chacun des réseaux qui viennent donner un petit pitch là, de 2, 3, 5 minutes. Ce n'est pas quelque chose là, dont je me souviens, mais sur le site Internet là, du réseau d'adaptation, il y a tous les détails de chacun des sites. Alors, ça vaudrait peut-être la peine d'y jeter un œil. Puis c'est certainement une approche nécessaire et gagnante là, à avoir. Ouais. On va passer avec une question dans le chat. Daniel Blais du MFFP. À compter de quand devrions-nous débuter ce type d'aménagement? De maintenant, dans 5 ans? C'est une bonne question, hein, ça. C'est drôle, je me rappelle tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est une citation que j'avais vue, un proverbe chinois. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais qui disait que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Alors, j'ai l'impression que le plus tôt sera le mieux. Mais le défi, c'est qu'il faut que les arbres que l'on plante aujourd'hui, oui, on les choisit en fonction des analogues climatiques que on aura à la moitié ou à la fin du siècle, mais encore faut-il qu'ils survivent aux conditions actuelles. Alors, on voudrait bien planter une espèce du sud dans un climat
boréale actuelle, si les arbres et le génotype n'est pas fait en sorte qu'ils ne peuvent pas survivre aux conditions actuelles, on ne sera pas plus avancé. Donc, il y a là un des défis, mais certainement, il faut commencer dès maintenant à penser à notre sylviculture d'adaptation. Ouais. On va passer avec une question d'Étienne Bélanger. Merci Pierre. Merci Nelson, présentation très, très intéressante, très à propos et pertinente dans les temps. Étienne Bélanger, directeur de la foresterie pour l'Association des produits forestiers du Canada. Ma question par rapport à ce qu'il y a un petit peu autour de la sylviculture pour être capable de mettre ces choses-là en œuvre, je me demandais si tu pouvais commenter soit par rapport à ce que tu as vu dans la littérature, ce que vous faites dans les recherches ou dans tes différentes discussions avec les partenaires sur toutes les questions de est-ce qu'il y a des barrières légales à appliquer des stratégies, peut-être moins de résilience, mais quand on parle d'aller jusqu'à la transition, quand on sait qu'à la base, nos obligations légales comme aménagistes sont un peu de reproduire les compositions forestières qu'il y avait naturellement en place. Est-ce qu'il y a des barrières légales à mettre en place ces stratégies-là ou encore des barrières d'acceptabilité sociale? Puis est-ce que ça fait partie de ce qui est discuté dans ces projets de recherche-là pour un peu soit les mettre en évidence ou travailler à faire tomber ces barrières-là pour qu'on puisse appliquer des stratégies plus créatives ou tester différentes choses en dehors des sphères seulement expérimentales et scientifiques? Merci d'abord, Étienne, de ton commentaire. C'est une très bonne question. Tu soulèves plusieurs points, plusieurs enjeux hyper importants. Des barrières légales, j'oserais pas me prononcer là-dessus. J'aurais peur de dire des faussetés. À ma connaissance, en tout cas, dans notre cas à Petawawa, il n'y en avait pas. Mais est-ce à dire qu'il n'y en aurait pas autour? Ça, je ne le sais pas. Concernant l'acceptabilité sociale, c'est certainement un enjeu important et à preuve, il y a des gens qui travaillent expressément là-dessus, notamment dans le cadre du projet Sylva 21. Il y a un volet qui se penche directement sur l'acceptabilité sociale des approches de migration assistée. Je vois dans la liste et j'ai vu apparaître tantôt Nathalie Isabelle, et à moins de me tromper, elle est impliquée dans des projets où ces questions-là d'acceptabilité sociale de toutes les technologies d'amélioration et de migration assistée sont étudiées. Alors, c'est certainement un enjeu important. Dans le projet de la forêt de Petawawa, on a fait un effort en ce sens, justement en impliquant différents groupes lors des ateliers de discussion initiaux où on a défini quelle était la forêt désirée, donc quel est l'état désiré de demain. Comme je l'ai dit tantôt, il y avait des chercheurs, il y avait des professionnels, mais il y avait aussi des personnes qui représentaient des regroupements plutôt d'utilisateurs de la forêt. Malheureusement, et à mon souvenir, on n'avait pas de représentants autochtones dans ce contexte-là. Idéalement, je pense que ça aurait pris des gens qui soient impliqués d'entrée de jeu dans le projet. Donc, c'est ce que je peux te répondre. Ce n'est pas une réponse très, très précise, là, mais autrement de dire que ce que tu lèves, c'est tous des enjeux hyper, hyper importants. Merci. Une autre question de Nathalie. Bonjour, merci Nelson. Je vais recommander ta présentation à des non-forestiers. Là, je trouve que tu as très bien présenté les défis qui nous attendent. Puis en plus, c'est vraiment didactique. Là. Je te remercie parce que ça demande beaucoup d'efforts de préparer des présentations comme ça. Merci, Nathalie. Je veux revenir pour la question de l'égalité. Comme Nelson le disait, c'est beaucoup une question d'acceptabilité sociale. Il y a d'ailleurs le groupe de Shannon Hagerman qui a fait, Guillaume Peterson, Saint-Laurent Peterson a présenté la semaine dernière. Ben, lui, il a fait un article justement où ils ont comparé la migration assistée, l'amélioration génétique conventionnelle, les OGM, les espèces exotiques. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment la réponse finalement des différents groupes qui ont été finalement interviewés. Il y a du travail à faire de ce côté-là, puis je pense que c'est en travaillant avec la communauté.
Moi, je vais revenir avec une question, parce qu'on parle toujours quand on parle de migration assistée, on parle de migrer, de prendre les semences du sud vers le nord, mais je dirais que ça va être beaucoup plus complexe que ça. Mais en fait, l'idéal, ce serait d'avoir des tests de provenance, justement, pour mesurer l'impact du climat sur quand on déplace finalement des provenances d'un endroit à un autre. Ça, on l'a pour quelques essences, les essences commerciales, mais pour d'autres essences, comme le chêne rouge, on n'a pas grand-chose. Donc, de plus en plus, on utilise ou on couple ces données-là de tests de provenance à des données génomiques. Puis, c'est vraiment, en tout cas, je pense qu'il va falloir aller à un niveau supérieur pour pas seulement faire comme les améliorateurs ont fait dans les années il y a 30 à 40 ans. Ils faisaient du déplacement. C'était quand même assez, je dirais, léger comme déplacement, compte tenu qu'à cette époque-là, on se souciait plus ou moins des changements climatiques. L'idéal, ça serait de continuer à en faire peut-être des tests de provenance, pas de la dimension comme c'était à l'époque, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Il faudrait trouver des façons plus créatives de le faire. Mais on a peut-être les données génomiques qui pourraient nous apporter un certain éclairage parce que tous les modèles présentement n'intègrent pas la variabilité génétique, puis on sait que ça pourrait avoir un impact. Les travaux qu'on fait avec Martin Girardin nous le montrent. Donc, c'est juste un complément, là, mais il y a du boulot. Merci vraiment, Nathalie. Ça prenait quelqu'un comme toi pour expliquer ça de manière compréhensible. Merci beaucoup. On va passer avec une question par le chat de François Hébert, qui est du MFFP à la direction de la protection des forêts. Alors, pour diminuer la vulnérabilité des essences plantées au climat futur, serait-il envisageable de penser planter des espèces à croissance rapide dont la rotation serait plus courte? D'abord, salut François, content de savoir que tu es là. Merci pour ta question. Écoute, c'est effectivement, et j'ai passé rapidement là, sur mon avant-dernière diapositive, là, le travail qui a été réalisé sous l'égide de Samuel Royer-Tardy dans le portfolio d'options qu'on propose. Il y a effectivement là-dedans cette idée d'utiliser sur une certaine portion du territoire, et ce n'est pas à moi, ni à Samuel, ni à d'autres chercheurs de décider quelle doit être cette proportion, mais sur une certaine proportion du territoire, des plantations d'essence à croissance rapide, probablement dans des milieux qui pourraient être très vulnérables au changement climatique en se disant que si on fait pousser rapidement, ben on expose moins longtemps ces arbres-là au risque des aléas climatiques, puis on peut garantir un certain approvisionnement de services écosystémiques. Évidemment, on pense à la fibre, mais on pense à la fixation de carbone, on pense à de la bioénergie et à plein de choses. Donc oui, ça fait certainement partie là, du portfolio d'options. Et encore une fois, j'invite les gens à jeter un œil à cet article-là de Samuel où ce genre d'idée-là est bien expliqué. Voilà. Et si je peux me permettre, Pierre, je voulais juste faire un peu de pouce sur tantôt la première question là, de Sébastien qui concernait les chaînes rouges. Et j'imagine que Sébastien est bien au fait de tout ça déjà. Mais pendant qu'on se parlait, là, j'ai des courriels qui rentrent, tout ça, j'ai un œil ici. Puis là, il y a notre ami Franck Grenon qui me rappelait que concernant le chêne rouge, toutes les questions de régénération du chêne rouge ont été étudiées et testées de manière opérationnelle par les collègues du CERFO, justement. Alors, il y a beaucoup à apprendre là, dans ces expériences-là par les gens du CERFO. Et, je vais laisser la parole maintenant à Jerry van der Kelen. Bonjour, moi ma question est la suivante, ou plutôt ma remarque est la suivante et mon interrogation est la suivante. Si on essaye de remonter des espèces forestières qui sont plus méridionales et on les remonte à une ère plus septentrionale, autrement dit plus au nord,
pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas tu sais, il y a eu des réchauffements climatiques au cours de l'histoire de la planète là, réguliers. Je ne sais pas. Toi, Nelson, tu n'étais pas là, moi non plus, mais je veux dire, il y a 15, 20, 30, 40, 50 000 ans, mais il y avait une végétation forestière présente à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'essayer de voir c'est quoi la végétation forestière qu'il y avait là, à partir, par exemple, des données polliniques dans les NAC, des études polliniques très, très, très élaborées. Et entre parenthèses, ça a été fait par, de mémoire, Richard. Et on sait, par exemple, parce que moi j'ai travaillé un peu là-dessus, que le noyer noir, le noyer cendré, ou les noyers, ou les carriers, ben, leur limite nord était nettement plus au nord qu'aujourd'hui. Et si les conditions de sol n'ont pas changé nécessairement, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Alors, j'ai aussi posé l'une et l'autre question sur le chat. Je ne sais pas si tu auras l'occasion d'y répondre parce que je ne veux pas prendre la parole de tout le monde non plus. D'abord, merci Géry. Toujours des commentaires et des questions pertinentes qui font creuser les méninges. Je connais plein de collègues là, qui font ce genre d'études-là, les études polliniques dont tu parles. Est-ce que ça veut dire que les espèces qui étaient là à ce moment-là, on pourrait essayer de reconstruire ces communautés-là? C'est certainement une piste de réflexion intéressante. À ce moment-là, par exemple, je me tournerais aussi vers tous les collègues qui sont spécialistes de la génétique et qui étudient les flux génétiques au fil du temps et qui pourraient probablement nous dire comment les espèces ont évolué au fil de ces grandes périodes dont tu parles, ces grandes périodes millénaires, et comment il y a eu des refuges et qu'ensuite les espèces se sont répandues de nouveau et sont donc disparues et réapparues. Alors, comme le disait Nathalie tantôt, il n'y a rien de simple et ces approches-là d'adaptation vont réellement demander une transdisciplinarité, donc que l'on mette ensemble toutes ces connaissances-là pour en arriver à faire des recommandations concrètes aux sylviculteurs d'aujourd'hui qui doivent prendre les décisions maintenant. Donc, j'arrêterai là ma réponse, mais encore une fois, en te remerciant pour ton commentaire, là, ça amène des pistes de réflexion. Il y a un exemple aussi dont on n'a pas vraiment parlé, mais ça pourrait faire un lien avec la personne que je salue d'ailleurs, parce que je crois qu'on se connaît, qui a posé ou qui a fait son commentaire avec les écureuils, etc. Il ne faut pas ignorer non plus le déplacement des graines et des semences par la faune. On peut prendre un exemple concret. La dernière glaciation qu'il y a eu en Europe, la glaciation de Worms, toutes les espèces forestières se sont réfugiées dans le bassin méditerranéen et il est scientifiquement prouvé, article scientifique à l'appui, que par exemple le jet des chênes, qui est l'équivalent de notre jet bleu, a remonté vers le nord à raison de 30 km par an les chênes. Et alors que tous les chênes étaient réfugiés dans la région méditerranéenne, maintenant tu as du chêne, je ne sais pas si c'est le pédonculé, oui j'imagine, mais jusqu'au sud de la Suède. C'est quand même assez capoté, mais c'est un truc, à mon avis, il faut prendre ça en considération. Hein. Intéressant, merci. Merci. Alors, je fais le tour du chat. Je ne vois pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres mains levées. Il est 11h53. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Tout le monde est beaucoup occupé également. Donc, merci Nelson. J'ai une autre question de M. Meunier. Une question courte peut-être? Ça va être la dernière. La question est revenue. Question, vous avez expérimenté des problématiques de migration de semences des États-Unis. Juste un rapide de savoir si vous avez travaillé avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour s'assurer que de l'importation serait facilitée ou qu'il y aurait des processus qui pourraient être facilités, parce que
Je souriais en coin quand tu parlais du pain rigide. On a fait la demande du côté du Québec aussi pour voir, ben, y a-t-il moyen d'en avoir à partir de la réserve de biodiversité qu'on a dans le sud. Puis, ben, malheureusement, on n'a pas de production présentement. On n'a pas le choix, il faut passer par l'importation. OK, c'est un bon point, Sébastien. En fait, quand on s'est, je dirais, heurté à cet enjeu-là d'obtenir les graines pour les provenant de sources qu'on a identifiées, on a vu la complexité de la chose. On s'est alors tourné vers deux endroits. D'abord, il y a un centre de semences nationales qui est géré par le Service canadien des forêts puis qui est basé à Fredericton. Donc, ces gens-là, on est en contact avec eux. Il y a certaines semences qu'elles ont en stock et qui peuvent nous fournir. Et ensuite, étant donné qu'on est en Ontario pour ce projet-là, on s'est tourné vers un groupe qui s'appelle le Forest Gene Conservation Association, qui est vraiment un groupe spécialisé dans ce genre de questions et qui connaissent bien, qui ont un réseau de contacts bien établi dans le domaine des semences et qui nous aident à naviguer à travers la complexité d'obtenir le formulaire A38. Dans la période de questions terminée. Vous pourrez rejoindre Nelson là, si vous avez une question spécifique. Alors, merci Nelson pour ta présentation. Question de régénération pour une sylviculture d'adaptation. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 7 avril et qui s'intitule « Défis et possibilités dans la gestion et l'utilisation des terres par et pour les communautés autochtones ». Exemple appliqué pour la bioénergie et la conservation dans l'Ouest canadien. Les conférenciers seront Nicolas Mansuy, qui est chercheur scientifique au Centre de foresterie du Nord de Ressources naturelles Canada, Charlene Allouk, qui est étudiante à l'Université de l'Alberta, et Matt Monson, technicien SIG ou GIS du département des terres Premières Nations d'INTA. Alors, surveillez également notre fil Twitter et Link pour en savoir plus. Merci à tous de votre participation. Bonne fin de journée. Un gros bravo, Nelson. Très bonne présentation. Merci. Merci beaucoup. Salut, au plaisir.